Donc nous voilà dans un autre projet. Je vais te montrer le problème du screen path tracing. Que tu comprennes bien où est la limite de cette méthode d'affichage. On va aller dans ce centre-là, tu vois. Ici, on a un plafonnier. Euh, D'ailleurs, j'ai pu désactiver quelque chose puisque Max Weakness. Là, précision, c'est bon. Tu vas vite comprendre à l'intérieur, c'est flagrant avec les plafonniers. Donc voilà, je pense que tu as déjà vu le phénomène. Tu vois ici, hop, on va se concentrer en haut à gauche de l'image. Alors, attends, je vais mettre en plein écran sans sélectionner. Hop. Alors, pour que tu comprennes mieux et puis que tu aies un peu plus de détails pour comprendre le phénomène. Hop. Je pense que tu as déjà vu ce dont je veux parler. Tu vois ici, j'ai une source d'émission en haut à gauche de l'écran qui diffuse donc de la lumière sur le mur. Et du moment que la source d'émission, tu vois, n'est plus dans le canvas du champ de vision de la caméra, ben on n'a plus cet effet de diffusion de lumière sur le mur, tu vois. Donc, il se désactive complètement. C'est la grosse différence entre du vrai path tracing où la source des lumières resterait visible et du screen path tracing où la source de lumière n'est plus visible du moment que la source de lumière n'est plus dans le champ de la caméra. Donc voilà pourquoi ça pose un problème. Donc, tu vois, en temps réel, quand tu fais ce genre de choses, tu vois, il y a des incohérences de lumière. Parce qu'en gros, bah, plus tu as de sources de lumière dans le champ de ta caméra, plus la scène va être éclairée, enfin plus les murs de la pièce vont être éclairés. Et du moment que tu enlèves, tu vois, les sources de lumière dans le champ de vision, ben, toute la scène enlève la lumière qui a été générée. Alors, pour contrer ce problème, on pourrait penser, non, je sais plus où il est là et il est activé, tu vois. Donc ici, avec ça, on est censé pallier au problème en faisant un baking des lumières, tu vois. Mais le problème reste le même, tu vois. Ça ne bake pas en fin de compte les lumières, enfin voilà, elles sont pas enregistrées et du coup, ben, ça ne fonctionne pas. Donc voilà le gros problème de rendu qu'on peut avoir avec la méthode ray tracing. Ici, on a Light Probe. Donc tu viens dans les options de scène et ici tu as Light Probe et tu peux baker tes Light Probe. Donc, hop, tu peux le baker avec un niveau de sample assez élevé. Tu vois, mais le problème, c'est que même avec le calcul des light probes, on a toujours le même problème. Donc le ray tracing, faut toujours que tu aies une source de lumière dans ton champ de vision. Il faut toujours qu'elle soit apparente. Donc c'est pas vraiment fonctionnel en fin de compte. Donc il faudrait attendre de voir si avec une prochaine mise à jour, ils arrivent à pallier ce problème-là, c'est-à-dire d'englober en fin de compte, comment dire, une fonction qui permette d'élargir le canvas, enfin de simuler un canvas plus grand et à 360 degrés autour du sujet qui diffuse la scène.
Le problème, c'est que je sais pas si c'est théoriquement possible, mais dans l'absolu, c'est ce qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire une caméra, en fait, qui te permette de calculer ce qui environne la caméra du joueur pour ne pas désactiver les sources de lumière une fois qu'elles ne sont plus dans le champ de vision. Donc tu vois, dans ce projet, c'est vraiment flagrant, surtout quand on est en intérieur avec des plafonniers qui diffusent de la lumière. Donc pour contrer ce problème-là, ben, il faudrait ajouter en exemple des aréas. Et donc l'area, ben, déjà il faudrait lui mettre une taille un peu plus conséquente. Le fait qu'il est au-dessus de la face et augmenter donc hop, augmenter la puissance de la lampe. Je vais peut-être mettre à 200. Tu vois, à 200, tu aurais ça. Et du coup, ben, le path tracing ne servirait plus à rien. Tu vois, si je désactive le path tracing maintenant, tu vois, j'ai toujours des lumières, mais comme le path tracing est désactivé, hop, je peux sortir la lampe de mon champ de vision. Hop, tu vois, la lumière est toujours active, bien que on n'ait plus la source de lumière dans le canvas. Donc voilà la grosse déception en fait que pourraient avoir les personnes qui utilisent le screen path tracing de cette version de Blender. Euh, donc voilà, c'est pas encore quelque chose qui peut intéresser les utilisateurs. Mais en tout cas, c'est quand même une belle avancée. Il faudrait juste faire en sorte de trouver un système pour enregistrer en fin de compte les sources d'émission à proximité de la caméra. Créer en gros une light map des émissions, c'est-à-dire créer en fait une scène euh, simplifiée des sources d'émission et l'intensité des sources d'émission pour que ça puisse fonctionner correctement. Mais pour l'instant, on n'a pas de technique à proprement parler qui soit fonctionnelle pour créer les light maps avec le screen path tracing. Donc voilà la grosse déception. Donc maintenant, je vais changer le rendu en espérant que ça ne plante pas. Hop, donc j'ai enlevé la source de lumière. Celle que j'ai rien sélectionné. Donc la différence, donc Cycle qui utilise du véritable ray tracing, tu vois, c'est qu'ici, même si mes sources de lumière ne sont pas dans le champ de la caméra, elles restent actives. C'est la grosse différence entre du ray tracing pur et dur, mais qui est très gourmand en termes de performance, et du screen path tracing qui utilise uniquement ce qu'il y a dans le champ de la caméra. C'est vraiment quelque chose à comprendre, parce que là, du coup, ben, les sources d'émission sont vraiment calculées. C'est-à-dire que même les sources d'émission qu'il y a derrière moi sont calculées, et du coup, tu vois que la pièce est bien plus illuminée. Donc maintenant, si je change mon office ceiling, voilà, qui contient une illumination, tu vois que tout de suite, si je baisse ou si je crée une intensité moindre, tu vois que c'est la totalité de ma scène qui est affectée par la source d'émission, tu vois. Mais par contre, l'avantage, c'est que tu peux faire un use viewport render. Donc ici, ça va être très peu performant. Mais si tu as des petites scènes qui sont pas très gourmandes, hop, tu vois. Alors là, on a un taux de FPS qui est ridicule, oh merde, qui est très bas. Pas mon expression.
injouable, hein, complètement injouable. Mais sur certains projets, enfin si tu as des projets beaucoup plus légers que la scène là que je te montre, tu peux obtenir du 60 images par seconde. Je te donnerai le lien de ma chaîne secondaire où j'ai fait des essais avec une scène allégée où je peux faire tourner du véritable ray tracing en temps réel et avec un framerate de 60 images par seconde. Donc c'est possible avec les cartes graphiques Nvidia qui utilisent, enfin qui sont compatibles avec OptiX pour avoir un denoising du rendu de cycle. Mais voilà, donc du coup, théoriquement, il est possible de faire tourner Cycle en temps réel avec BGE. Il faut juste activer, donc sélectionner Cycle, hop, et activer donc le Use Viewport Render. Alors, le problème de cette méthode-là, c'est que quand tu utilises le Use Viewport Render, tu n'as plus accès, enfin tu n'as plus l'affichage d'un overlay. Donc si tu as des overlays pour créer une map, pour créer l'interface HUD de ton projet, ça ne fonctionne plus en temps réel. Donc voilà, c'est après à toi de te débrouiller autrement pour afficher les informations de ton jeu. Donc à ce moment-là, ben, si tu veux faire un projet sous Cycle avec BGE, euh, il faudrait plutôt se pencher sur une solution comme dans, je crois que c'était Dead Space qui utilisait ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'affichage tête haute dans le projet. Par contre, les informations étaient dissimulées sur le personnage à travers des voyants et des vumètres qui étaient disposés sur la combinaison du personnage principal. Donc voilà, il y aura toujours une alternative, mais voilà, faut le savoir, les overlays ne sont pas compatibles avec cette méthode d'affichage en utilisant le viewport render. Mais bon, ça a quand même l'avantage de pouvoir faire tourner des petites scènes sous cycle. Alors évidemment, cette scène est trop lourde hein, pour un tel rendu en temps réel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont animées dans cette scène. Par exemple ici, si je te lance la simulation, tu vois, ici c'est fluide, parce que je n'active pas Cycle, mais du moment que j'utilise Cycle en rendu, tu vois, on a une grosse baisse de performance. Bon, c'est dû parce que la scène est très gourmande, enfin trop gourmande pour Cycle. Alors, pour arriver à ce résultat, je t'enverrai la vidéo que j'ai faite qui est dédiée justement à cette méthode de fichage. Euh, Tu verras que tu peux faire quand même des choses assez intéressantes sous Cycle en temps réel avec le BGE. Mais bon, là, euh, on est quand même dans une scène qui est trop gourmande pour faire ce genre de choses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te démontrer. Euh, et je ferai une autre vidéo du coup pour te montrer le compositing qui pour l'instant n'est pas activé. Et si tu actives le compositing en plus, tu as des effets de lumière en supplémentaire, tu vois, sans passer par le volumétrique. Pour l'instant, il n'y a pas de volumétrique dans cette scène. Heureusement, parce que sinon, ça ferait encore tomber les ressources encore plus. Voilà. Et donc, du coup, comme j'utilise le viewport render, si tu veux pas avoir les empties et tout ce qui concerne les objets à ne pas afficher de la scène, il faut ici désactiver ça de Show Overlay.
Voilà, tu vois, une fois que l'image est rendue, on a une qualité d'image qui est quand même bien supérieure à Eevee. Et tu vois, on va faire même le comparatif entre Eevee et Cycle, tu vois, en termes de rendu pur et dur. Et là, donc, du coup, je dois réactiver le screen path tracing. Donc, tu vois, tant que tu as les sources d'émission dans la caméra, on pourrait dire c'est sympa, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. Donc, du coup, ben, si tu te tournes ici, tu vois, la façade de l'immeuble, elle est plus projetée. C'est-à-dire que tu n'as que ce qu'il y a en face de toi et non pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un gros problème. Donc voilà, moi j'ai fait le tour, tu vois, du sujet. Je te montre un petit peu avec le compositing aussi. Tu vois, les lumières sont beaucoup plus jolies. Tu as une meilleure diffusion de la lumière. Donc voilà, ça c'est une scène test pour un projet de jeu. Tu vois, même les phares des voitures, c'est beaucoup plus joli avec le compositing et le bloom d'activer que si je le désactive. Tu vois, c'est beaucoup plus terne. Ouais, il y a beaucoup moins d'intérêt sans le compositing. Donc voilà, c'est des compromis à faire. Et puis surtout une optimisation de la scène et puis un chargement des assets de ta scène qui doit être repensé pour avoir le meilleur rendu et la meilleure qualité d'image possible, euh, puis en conservant l'idée principale de ta scène. Mais voilà, au moins tu as vu un petit peu les contraintes techniques qu'il y a encore dans ce moteur de jeu. Et au moins tu n'as pas de surprise sur pourquoi tu n'arrives pas à avoir un rendu que tu avais ciblé dans ton projet. Bon, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les limites de ce moteur de jeu, surtout ses limites d'affichage. Euh, et après, faut se dire que ce moteur de jeu, c'est pas un moteur où tu vas créer ta production, c'est plutôt un moteur de jeu qui va t'aider à élaborer tout ce que tu vas mettre dans un projet bien plus, euh, bien plus solide. Donc en gros, UpBGE, c'est un terrain de test, c'est-à-dire que tu essayes des choses, et une fois que tu les maîtrises, que tu as acquis des techniques, tu passes sur un moteur de jeu mieux pensé pour ces choses-là. C'est-à-dire que ici, par exemple, donc ok, tu as du compositing, super, mais tu as surtout les nodes logiques. Et les nodes logiques, tu vois, c'est ce qu'on peut comparer à un blueprint en fait. Donc ce que tu apprends ici dans le PGE, tu vas pouvoir le reporter dans Unreal Engine ou un autre moteur de jeu qui utilise le visual scripting. Et le but, c'est de transférer tes compétences et tes connaissances de ce moteur de jeu-là, où tout est simplifié, on va dire, à un moteur de jeu plus costaud et plus optimisé pour faire des vraies productions. Mais les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que ce que tu apprends ici à faire avec ces logic nodes, c'est transférable vers Unreal. Sauf que Unreal, pour le lancer, ça prend presque 10 minutes pour lancer ton projet. Celui-ci prend quelques secondes pour se lancer. Tu as une idée en tête, tu l'as fait d'abord ici, tu la maîtrises, tu as déjà ton exemple ici, et après tu vas pouvoir reproduire ce que tu as fait ici sur Unreal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est j'apprends mes compétences là-dessus, et après je reporte ces compétences-là sur Unreal. Et tu verras que là, tu iras plus loin dans tes productions et que tu seras surtout plus organisé, plus indépendant face aux connaissances que tu es en train d'acquérir. Donc voilà en quoi EBGE doit être utile. C'est vraiment un laboratoire pour expérimenter. Une fois que tu valides tes expériences, et ben tu les reportes sur un moteur de jeu plus costaud pour, euh,
pour contenir tout ce que tu veux mettre dans ton projet. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je peux pas faire de vidéo trop longue parce que maintenant YouTube me bride un petit peu sur les uploads de mes vidéos. Il va falloir que je fasse du ménage surtout. Mais voilà, j'espère avoir répondu à tes questions et à quoi sert vraiment ce moteur de jeu. C'est vraiment un labo. Considère ça comme un labo. Et, euh, et voilà, et je pense avoir tout dit. Donc je te laisse ça. Et puis n'hésite pas à me faire ton retour sur est-ce que ça peut être utile à toi et quel intérêt tu as pour ce moteur de jeu. Voilà. Donc après, tu sais qu'il y a des plugins qui exportent tes assets de Blender à Unreal et de Unreal à Blender. Donc voilà, c'est pour ça que ce moteur de jeu est très intéressant, c'est parce que en fait, il va de pair avec Unreal. Il n'exclut pas Unreal dans l'utilisation de la production d'un jeu, au contraire. Mais il aide à acquérir des compétences, à acquérir des logiques surtout, et des méthodologies pour faire fonctionner des choses dans Unreal. Mais voilà, en tout cas, ces nœuds-là servent à l'apprentissage et Unreal sert à produire. Voilà comment je vois les choses. Sur ce, je te laisse et puis j'espère que la vidéo soit traduite correctement en anglais euh, avec la nouvelle fonctionnalité de doublage. Allez, je te laisse, à plus.